L'art de gagner de l'argent par P.T. Barnum, publié à l'origine en 1882 par J.S. Ogilvy & Company. En guise de clause générale de non-responsabilité, les opinions exprimées dans ce livre sont celles de l'auteur. Aux États-Unis, où nous avons plus de terres que de gens, il n'est pas du tout difficile pour les personnes en bonne santé de gagner de l'argent. Dans ce champ relativement nouveau, il existe tant de voies vers le succès, tant de métiers qui ne sont pas saturés, que toute personne, homme ou femme, disposée, au moins pour un temps, à se livrer à une occupation respectée qui se présente, peut trouver un emploi lucratif. Ceux qui désirent vraiment acquérir une indépendance n'ont qu'à le décider et adopter les moyens appropriés, comme ils le font pour tout autre objectif qu'ils souhaitent accomplir, et la chose est facilement réalisée. Mais aussi facile que puisse être la manière de gagner de l'argent, je doute que beaucoup de mes lecteurs conviennent que c'est la chose la plus difficile au monde que de le conserver. La voie de la richesse est, comme le dit très justement le docteur Franklin, aussi claire que le chemin du moulin. Elle consiste simplement à dépenser moins que ceux que nous gagnons. Cela semble être un problème très simple. Monsieur Micawber, l'une de ces créations joyeuses du génial Dickens, met la situation en lumière en disant qu'avoir un revenu de 20 livres par an et en dépenser 20 livres et 6 pence, c'est être l'homme le plus malheureux. Tandis que n'avoir qu'un revenu de 20 livres et dépenser seulement 19 livres et 6 pence, c'est être le plus heureux des mortels. Beaucoup de mes lecteurs pourraient dire « Nous comprenons cela, c'est de l'économie, et nous savons que l'économie c'est la richesse. Nous savons que nous ne pouvons pas à la fois manger notre gâteau et le conserver. » Pourtant, je me permets de dire que peut-être plus de cas d'échec découlent d'erreurs sur ce point que sur presque tout autre. Le fait est que beaucoup de gens pensent comprendre l'économie, alors qu'ils ne la comprennent pas vraiment. La vraie économie est mal comprise, et les gens traversent la vie sans comprendre correctement ce principe estimated. Certains disent « J'ai un revenu de temps, et voici mon voisin qui a le même. Pourtant, chaque année, il avance et je reste en arrière. Pourquoi ? Je sais tout sur l'économie. » Il pense le savoir, mais il ne le sait pas. Il y en a beaucoup qui pensent que l'économie consiste à économiser sur les restes de fromage et les bouts de chandelle, à retrancher 2 pence de la note de la blanchisseuse et à faire toutes sortes de petites choses mesquines. L'économie n'est pas la mesquinerie. Le malheur est aussi que cette classe de personnes limite leur économie à une seule direction. Elles imaginent qu'elles sont merveilleusement économes en économisant un demi-penny, là où elles devraient dépenser 2 pence, et elles pensent qu'elles peuvent se permettre de gaspiller dans d'autres directions. Il y a quelques années, avant la découverte ou la pensée de l'huile de kérosène, on pouvait passer la nuit presque n'importe où, dans la maison d'un fermier des régions agricoles, et avoir un très bon souper, mais après le souper, essayer de lire dans le salon était impossible avec la lumière inefficace d'une seule chandelle. L'hôtesse, voyant son embarras, dirait « Il est plutôt difficile de lire ici le soir. » Le proverbe dit « Il faut avoir un navire en mer pour pouvoir brûler 2 bougies à la fois. » Nous n'avons jamais une bougie supplémentaire, sauf en cas d'occasions extraordinaires. Ces occasions extraordinaires surviennent peut-être 2 fois par an. De cette manière, la bonne femme économise 5, 6 ou 10 $ sur cette période, mais les connaissances qui pourraient être tirées de la lumière supplémentaire surpasseraient bien sûr 1 tonne de bougies. Mais le problème ne s'arrête pas là. Pensant qu'elle est si économe en bougies de suif, elle pense qu'elle peut se permettre d'aller fréquemment au village et de dépenser 20 ou 30 $ pour des rubans et des froufrous, dont beaucoup ne sont pas nécessaires. Cette fausse économie peut être fréquemment observée chez les hommes d'affaires, et dans ces cas, elle concerne souvent le papier à lettres. Vous trouvez de bons hommes d'affaires qui conservent toutes les anciennes enveloppes et les bouts de papier, et qui ne déchireraient pas une nouvelle feuille de papier si possible pour rien au monde. C'est très bien. Ils peuvent ainsi économiser 5 ou 10 $ par an, mais en étant si économes, ils pensent pouvoir gaspiller du temps, organiser des fêtes coûteuses, et conduire leur voiture. Ceci est une illustration du dicton du docteur Franklin, économiser au robinet et gaspiller au bouchon, ou encore être sage comme une fourmi pour un sou et stupide comme un âne pour 1 livre. Punch, en parlant de cette catégorie de personnes à une seule idée, dit qu'ils sont comme l'homme qui a acheté un hareng pour 1 sou pour le dîner de sa famille,
puis à louer un attelage de 4 chevaux pour le ramener chez lui. Je n'ai jamais connu de réussite en pratiquant ce genre d'économie. La vraie économie consiste toujours à faire en sorte que les revenus dépassent les dépenses. Portez vos vieux vêtements un peu plus longtemps si nécessaire. Abstenez-vous du nouveau paire de gants. Raccommodez l'ancienne robe. Mangez des repas plus simples si besoin est. Ainsi, dans toutes les circonstances, sauf en cas d'accident imprévu, il y aura un excédent du côté des revenus. Un sou ici, un dollar là, placé à intérêt, s'accumule, et c'est ainsi que l'on atteint le résultat souhaité. Cela demande peut-être un peu d'entraînement pour accomplir cette économie, mais une fois habitué, vous constaterez qu'il y a plus de satisfaction à épargner rationnellement qu'à dépenser de manière irrationnelle. Voici une recette que je recommande. Je l'ai trouvée très efficace pour guérir l'extravagance et surtout l'économie erronée. Lorsque vous constatez qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas de surplus malgré de bons revenus, je vous conseille de prendre quelques feuilles de papier et de les rassembler en un livre et de noter chaque dépense. Notez-la chaque jour ou chaque semaine dans 2 colonnes, une intitulée « Nécessité », voire même « Confort », et l'autre intitulée « Luxe », et vous constaterez que cette dernière colonne sera le double, voire le triple, voire même 10 fois supérieure à la première. Les vrais conforts de la vie ne coûtent qu'une petite partie de ceux que la plupart d'entre nous peuvent gagner. Le docteur Franklin dit que « ce sont les yeux des autres et non nos propres yeux qui nous perdent ». Si tout le monde était aveugle sauf moi, je ne me soucierais pas des beaux vêtements ou des meubles. C'est la crainte de ceux que Madame Grundy pourrait dire qui maintient le nez de nombreuses familles méritantes sur la meule. Beaucoup de gens aiment répéter « nous sommes tous libres et égaux », mais c'est une grande erreur à bien des égards. La vraie économie ne consiste pas à essayer d'obtenir quelque chose de réellement précieux pour rien et ainsi voler quelqu'un de ceux qui a coûté beaucoup d'énergie et d'argent. L'incident suivant illustrera la déclaration ci-dessus. Un diacre de l'église a demandé à M. Barnum un pass pour voir les quartiers d'hiver. Le vétéran du spectacle répondit « Les passes gratuits sont terminés. Nous n'en délivrons plus pour le grand spectacle sauf aux éditeurs, aux hommes d'église, aux orphelinats ou aux personnes qui nous rendent un service équivalent d'une manière ou d'une autre. Aucun spectacle ne peut éviter la faillite s'il laisse entrer les gens gratuitement. Personne ne pourra pénétrer dans les quartiers d'hiver sauf les éditeurs ou dans des cas très spéciaux, mes associés ou moi-même les accompagnants. Sans cette précaution, il y a un danger pour les animaux sauvages qui ne sont pas aussi bien protégés des passants que dans nos expositions publiques. De plus, les étrangers perturbent les dresseurs de nos animaux et retardent le travail de nos nombreux ouvriers. « N'est-ce pas pousser vos restrictions trop loin ?» demanda le diacre. « Vous le pensez peut-être, » répondit Barnum. « Et comme vous aimez généralement avoir une autorité scripturale pour tout, je vous présente cette carte imprimée à méditer. » La carte disait ce qui suit. Passe gratuit. En ces jours-là, on ne donnait pas de passe. Cherchez dans les Écritures. Tu ne passeras pas. Nombre, chapitre 20, verset 18. Ne laissez pas un homme passer. Juge, chapitre 3, verset 28. Le méchant ne passera plus. Naoum, chapitre 1, verset. Nul ne passera. Ésaïe, chapitre 34, verset 10. Cette génération ne passera pas. Marc, chapitre 14, verset 30. Prends garde de ne pas passer. 2 Rois, chapitre 6, verset 9. Aucun étranger ne passera. Joël, chapitre 3, verset 17. Ni aucun fils de l'homme ne passera. Jérémie, chapitre 51, verset 43. Aucun homme ne passera à cause des bêtes. Ézéchiel, chapitre 14, verset 15. Même s'ils rugissent, ils ne peuvent pas passer. Jérémie, chapitre 5, verset 22. Il paya donc, le prix est parti. Jonas, chapitre 1, verset 3. Que nous soyons nés libres et égaux est une vérité glorieuse d'un point de vue, mais nous ne naissons pas tous également riches et nous ne le serons jamais. On pourrait dire, il y a un homme qui a un revenu de 50 000 $ par an, alors que je n'en ai que 1000. Je connaissais ce type quand il était pauvre comme moi. Maintenant qu'il est riche, il se croit meilleur que moi. Je vais lui montrer que je suis aussi bon que lui. Je vais aller acheter un cheval et une calèche. Non, je ne peux pas faire ça, mais je vais aller en louer un et rouler cet après-midi sur la même route que lui, et ainsi lui prouver que je suis aussi bon que lui. Mon ami, vous n'avez pas besoin de vous donner cette peine. Vous pouvez facilement prouver que vous êtes aussi bon que lui. Vous n'avez qu'à vous comporter aussi bien que lui.
Mais vous ne pouvez pas faire croire à quiconque que vous êtes aussi riche que lui. De plus, si vous adoptez Césaire, gaspillant votre temps et dépensant votre argent, votre pauvre épouse sera obligée de se tuer à la tâche à la maison et d'acheter son thé en petite quantité et tout le reste proportionnellement, afin que vous puissiez maintenir les apparences. Et après tout, ne trompez personne. D'un autre côté, Madame Smith pourrait dire que sa voisine immédiate a épousé Johnson pour son argent. Et tout le monde le dit. Elle a un joli châle en poil de chameau à $1000 et elle forcera Smith à lui en acheter en imitation. Et elle s'assiera dans un banc juste à côté de sa voisine à l'église, afin de prouver qu'elle est son égale. Ma bonne dame, vous n'irez pas loin dans le monde si votre vanité et votre envie prennent ainsi les devants. Dans ce pays, où nous croyons que la majorité devrait diriger, nous ignorons ce principe en ce qui concerne la mode, et laissons une poignée de personnes, se proclamant l'aristocratie, ériger un faux standard de perfection, et en essayant de s'élever à ce standard, nous nous maintenons constamment pauvres. Tout le temps à travailler pour les apparences extérieures. Combien il est plus sage d'être une loi pour nous-mêmes et de dire « Nous réglerons nos dépenses en fonction de nos revenus et mettrons de côté quelque chose pour les jours de pluie. » Les gens devraient être aussi sensés sur le sujet de l'acquisition d'argent que sur tout autre sujet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas accumuler une fortune en empruntant le chemin qui mène à la pauvreté. Il n'est pas besoin d'être prophète pour nous dire que ceux qui vivent au maximum de leurs moyens, sans penser à un revers dans cette vie, ne pourront jamais atteindre une indépendance financière. Les hommes et les femmes habitués à satisfaire chaque caprice auront du mal, au début, à réduire leurs diverses dépenses inutiles, et ressentiront comme un grand sacrifice le fait de vivre dans une maison plus petite que celle à laquelle ils sont habitués, avec des meubles moins chers, moins de compagnie, des vêtements moins coûteux, moins de domestiques, moins de bals, de fêtes, de sorties au théâtre, de promenades en calèche, de plaisirs, de fumer des cigares, de boire de l'alcool et autres extravagances. Mais après tout, s'ils essaient de mettre de côté un œuf de nid ou, en d'autres termes, une petite somme d'argent, à intérêt ou judicieusement investi dans la terre, ils seront surpris du plaisir à tirer de l'ajout constant à leur petit trésor, ainsi que de toutes les habitudes économiques engendrées par cette démarche. Le vieux costume, le vieux chapeau et la vieille robe suffiront pour une autre saison. L'eau de source ou le croton est meilleur que le champagne. Un bain froid et une promenade rapide seront plus stimulants qu'une balade en calèche de luxe. Une conversation sociale, une soirée de lecture en famille, ou une heure de jeu de Cherche la pantoufle et de Colin Maillard seront bien plus agréables qu'une soirée à 50 ou $500, lorsque la réflexion sur la différence de coût est faite par ceux qui commencent à connaître les plaisirs de l'épargne. Des milliers d'hommes restent pauvres, et des dizaines de milliers le deviennent après avoir acquis assez pour bien les soutenir toute leur vie, à cause de leur plan de vie trop large. Certaines familles dépensent $20 000 par an, voire bien plus, et ne sauraient comment vivre avec moins, tandis que d'autres trouvent plus de joie solide fréquemment avec un 20e de cette somme. La prospérité est une épreuve plus sévère que l'adversité, surtout une prospérité soudaine. Ce qui vient facilement s'en va facilement, est un vieux proverbe véridique. Un esprit de fierté et de vanité, lorsqu'il est autorisé à prendre le dessus, est le ver qui ronge les entrailles même des possessions terrestres d'un homme, qu'elles soient petites ou grandes, des centaines ou des millions. De nombreuses personnes, dès qu'elles commencent à prospérer, élargissent immédiatement leurs idées et commencent à dépenser pour des luxes, jusqu'à ce que, rapidement, leurs dépenses absorbent leurs revenus. Ils finissent ruinés dans leur tentative ridicule de maintenir les apparences et de faire sensation. Je connais un homme fortuné qui dit que lorsque sa prospérité a commencé, sa femme voulait un nouveau et élégant sofa. Ce sofa, dit-il, m'a coûté $30 000. Quand le sofa est arrivé à la maison, il a été nécessaire d'acheter des chaises assorties, puis des buffets, des tapis et des tables pour aller avec, et ainsi de suite pour l'ensemble du mobilier. Finalement, il s'est avéré que la maison elle-même était trop petite et démodée pour ce mobilier, alors une nouvelle maison a été construite pour correspondre aux nouveaux achats. Ainsi, ajouta mon ami,
J'ai accumulé une dépense de 30 000 $ à cause de ce simple sofa, et cela m'a coûté en domestique, équipage et dépenses nécessaires pour entretenir un bel établissement. Une dépense annuelle de 11 000 $, et même un peu juste. Alors qu'il y a 10 ans, nous vivions avec beaucoup plus de confort, car avec beaucoup moins de soucis, pour quelques centaines de dollars. La vérité est, continua-t-il, ce sofa m'aurait mené inévitablement à la faillite si une fortune exceptionnelle ne m'avait pas préservé, et si je n'avais pas contenu le désir naturel de faire sensation. Le fondement du succès dans la vie est une bonne santé, c'est le substratum de la fortune, c'est aussi la base du bonheur. Une personne ne peut pas accumuler de fortune très bien lorsqu'elle est malade. Elle n'a pas d'ambition, pas d'incitation, pas de force. Bien sûr, il y a ceux qui ont une mauvaise santé et qui ne peuvent rien y faire. On ne peut pas s'attendre à ce que de telles personnes accumulent de la richesse, mais il y a beaucoup de personnes en mauvaise santé qui pourraient l'éviter. Donc, si une bonne santé est le fondement du succès et du bonheur dans la vie, combien il est important que nous étudions les lois de la santé, qui ne sont rien d'autre que les lois de la nature. Plus nous nous conformons aux lois de la nature, plus nous nous rapprochons de la bonne santé. Pourtant, combien de personnes ne prêtent aucune attention aux lois naturelles, mais les enfreignent absolument, même contre leur inclination naturelle. Nous devrions savoir que le péché de l'ignorance n'est jamais ignoré en ceux qui concernent la violation des lois de la nature. Leur transgression entraîne toujours une sanction. Un enfant peut mettre son doigt dans les flammes sans savoir qu'il va se brûler et subir la douleur. Le repentir même ne l'empêchera pas. Beaucoup de nos ancêtres ne connaissaient pas grand-chose au principe de la ventilation. Ils ne connaissaient pas grand-chose à l'oxygène, peu importe quelle autre eau de vie ils connaissaient peut-être. Par conséquent, ils construisaient leur maison avec de petites chambres de 7 pieds sur 9, et ces bons vieux puritains pieux se barricadaient dans ces cellules, disaient leurs prières et allaient se coucher. Le matin, ils remerciaient pieusement pour la préservation de leur vie pendant la nuit, et personne n'avait de meilleure raison d'être reconnaissant. Probablement qu'une grosse fissure dans la fenêtre ou dans la porte laissait entrer un peu d'air frais, et les sauvait ainsi. De nombreuses personnes enfreignent délibérément les lois de la nature, allant à l'encontre de leurs meilleures impulsions, pour suivre la mode. Par exemple, il y a une chose que rien de vivant, excepté un vil ver, n'a jamais aimé naturellement, et c'est le tabac. Pourtant, combien de personnes entraînent délibérément un appétit contre nature, surmontant cette aversion innée pour le tabac au point d'en arriver à l'apprécier. Ils se sont appropriés une herbe toxique et immonde, ou plutôt, elle s'est emparée fermement d'eux. Voici des hommes mariés qui crachent du jus de tabac sur les tapis et les sols, et parfois même sur leurs épouses. Ils ne chassent pas leurs femmes dehors comme le font les hommes ivres, mais leurs femmes, je n'en doute pas, souhaitent souvent être hors de la maison. Un autre aspect périlleux est que cet appétit artificiel, comme la jalousie, grandit à mesure qu'il se nourrit. Lorsque vous aimez ce qui est contre nature, un appétit plus fort se crée pour la chose nocive que pour le désir naturel de ce qui est inoffensif. Il y a un vieux proverbe qui dit que l'habitude est une seconde nature, mais une habitude artificielle est plus forte que la nature. Prenons par exemple un vieux mâcheur de tabac. Son amour pour le quid est plus fort que son amour pour un type particulier de nourriture. Il peut renoncer plus facilement au rôti de bœuf qu'au tabac. Les jeunes regrettent de ne pas être des hommes. Ils aimeraient se coucher en enfants et se réveiller en hommes. Pour cela, ils imitent les mauvaises habitudes de leurs aînés. Le petit Tommy et Johnny voient leurs pères ou oncles fumer la pipe, et ils disent « Si seulement je pouvais faire ça, je serais aussi un homme. » Oncle John est sorti et a laissé sa pipe de tabac. Essayons. Ils prennent une allumette, l'allument et aspirent. Nous allons apprendre à fumer. Est-ce que ça te plaît, Johnny? Ce dernier répond douloureusement. Pas vraiment, ça a un goût amer. Peu à peu, il pâlit, mais il persiste et finit par offrir un sacrifice à l'autel de la mode. Mais les garçons s'accrochent et persévèrent jusqu'à ce qu'ils conquièrent leurs appétits naturels pour devenir les victimes de goûts acquis. Je parle en connaissance de cause, car j'en ai constaté les effets sur moi-même, ayant été jusqu'à fumer 10 ou 15 cigares par jour, bien que je n'ai pas touché à l'herbe depuis les 14 dernières années et ne le ferai jamais plus. Plus un homme fume, plus il en a envie.
Le dernier cigare fumé n'excite que le désir d'un autre, et ainsi de suite sans fin. Prenez le mâcheur de tabac. Le matin, quand il se lève, il met un quid dans sa bouche et le garde toute la journée, ne le retirant jamais, sauf pour le remplacer par un nouveau, ou lorsqu'il va manger. Oh oui, à intervalles pendant la journée et la soirée, bien des mâcheurs sortent le quid et le tiennent dans leurs mains juste assez longtemps pour boire, puis hop, ils retournent en bouche. Cela prouve simplement que l'appétit pour le rhum est encore plus fort que celui du tabac. Lorsque le mâcheur de tabac se rend à ta résidence à la campagne, et que tu lui montres ta vigne, ta serre à fruits et les beautés de ton jardin, lorsque tu lui offres des fruits frais et mûrs en disant « Mon ami, j'ai ici les pommes, poires, pêches et abricots les plus délicieux. Je les ai importés d'Espagne, de France et d'Italie. Regarde ces raisins succulents. Rien n'est plus délicieux ni plus sain que les fruits mûrs. Serre-toi, je veux te voir te délecter avec ces choses. » Il fera rouler la chique chair sous sa langue et répondra « Non merci, j'ai du tabac dans la bouche ». Son palais est devenu narcotisé par la mauvaise herbe, et il a perdu en grande partie le goût délicat et enviable pour les fruits. Cela montre les habitudes coûteuses, inutiles et nocives dans lesquelles les hommes peuvent tomber. Je parle par expérience. J'ai fumé jusqu'à trembler comme une feuille de tremble, le sang affluait à ma tête, et j'avais des palpitations cardiaques que je croyais être une maladie cardiaque, jusqu'à ce que la peur me tue presque. Lorsque j'ai consulté mon médecin, il a dit « Arrêtez l'usage du tabac ». Je nuisais non seulement à ma santé et dépensais beaucoup d'argent, mais je donnais aussi un mauvais exemple. J'ai suivi ses conseils. Aucun jeune homme au monde n'a jamais paru aussi beau. Du moins je le pensais, derrière un cigare à 1500 ou une pipe en écume de mer. Ces remarques s'appliquent avec une force décuplée à l'usage de boissons enivrantes. Pour faire de l'argent, il faut avoir l'esprit clair. Un homme doit voir que 2 et 2 font 4. Il doit élaborer tous ses plans avec réflexion et prévoyance, et examiner de près tous les détails et les tenants et aboutissants des affaires. Comme aucun homme ne peut réussir dans les affaires, à moins d'avoir un esprit lui permettant de concevoir ses plans et la raison pour le guider dans leur exécution. De même, peu importe à quel point un homme peut être doué d'intelligence, si son esprit est confus et son jugement faussé par les boissons enivrantes, il lui est impossible de mener à bien ses affaires. Combien de bonnes opportunités ont été manquées, ne reviendront jamais, pendant qu'un homme sirote un verre entre amis. Combien de marchés stupides ont été conclus sous l'influence du nerf vain, faisant temporairement croire à sa victime qu'il est riche. Combien de chances importantes ont été repoussées à demain, puis à jamais, parce que la coupe de vin a plongé le système dans un état de lassitude, neutralisant les énergies si essentielles à la réussite dans les affaires. Véritablement, le vin est un moqueur. L'usage de boissons enivrantes comme boisson est aussi autant une infatuation que l'usage de l'opium par les Chinois, et le premier est tout aussi destructeur pour le succès de l'homme d'affaires que le second. C'est un mal absolu, totalement indéfendable à la lumière de la philosophie, de la religion ou du bon sens. C'est le parent de presque tous les autres maux dans notre pays. Ne te trompe pas de vocation. Le plan le plus sûr, et celui le plus sûr de succès pour le jeune homme qui démarre dans la vie, est de choisir la vocation qui est la plus en accord avec ses goûts. Les parents et tuteurs sont souvent trop négligents à ce sujet. Il est très courant pour un père de dire, par exemple, « J'ai 5 garçons. Je ferai de Billy un ecclésiastique, John un avocat, Tom un médecin et Dick un agriculteur. » Il va ensuite en ville et regarde ce qu'il pourrait faire avec Sammy. Il rentre chez lui et dit « Sammy, je vois que l'horlogerie est un métier agréable et élégant. Je pense que je ferai de toi un orfèvre. » Il fait cela, indépendamment des inclinations naturelles ou du génie de Sam. Nous sommes tous, sans aucun doute, nés pour un dessein sage. Il y a autant de diversité dans nos cerveaux que dans nos visages. Certains sont naturellement doués pour la mécanique, tandis que d'autres ont une grande aversion pour la machinerie. Laissez une douzaine de garçons de 10 ans se rassembler, et vous observerez bientôt 2 ou 3 en train de tailler quelques dispositifs ingénieux, travaillant avec des serrures ou des mécanismes complexes. Lorsqu'ils avaient seulement 5 ans, leur père ne pouvait trouver aucun jouet pour les satisfaire autrement qu'avec un casse-tête. Ils sont des mécaniciens naturels, mais les 8 ou 9 autres garçons ont des aptitudes différentes. Je fais partie de cette dernière catégorie.
Je n'ai jamais eu le moindre amour pour la mécanique. Au contraire, j'ai une sorte d'horreur pour les machines compliquées. Je n'ai jamais eu assez d'ingéniosité pour tailler un robinet de cidre pour qu'il ne fuit pas. Je n'ai jamais pu fabriquer une plume avec laquelle écrire, ou comprendre le principe d'une machine à vapeur. Si un homme devait prendre un garçon comme moi et tenter d'en faire un horloger, le garçon pourrait, après un apprentissage de 5 ou 7 ans, être capable de démonter et remonter une montre. Mais toute sa vie, il travaillerait à contre-cœur et saisirait chaque excuse pour abandonner son travail et perdre son temps à paresser. L'horlogerie lui serait répulsive, à moins qu'un homme n'entre dans la vocation qui lui est destinée par la nature et qui convient le mieux à son génie particulier, il ne peut réussir. Je suis heureux de croire que la majorité des personnes trouvent leur vocation correcte. Pourtant, nous voyons beaucoup de gens qui ont mal compris leur vocation, du forgeron jusqu'au clerc. Vous verrez, par exemple, cet extraordinaire linguiste, le forgeron érudit, qui aurait dû être professeur de langue. Et vous avez peut-être vu des avocats, des médecins et des ecclésiastiques qui étaient mieux adaptés par nature à l'enclume ou à la pierre à aiguiser. Sélectionnez le bon emplacement. Après avoir trouvé la bonne vocation, vous devez veiller à choisir le bon emplacement. Vous avez peut-être été destiné à être un tenancier d'hôtel, et on dit qu'il faut un génie pour savoir tenir un hôtel. Vous pourriez diriger un hôtel comme une horloge, et pourvoir de manière satisfaisante aux besoins de 500 clients chaque jour. Cependant, si vous deviez installer votre maison dans un petit village où il n'y a pas de communication ferroviaire ou de voyage public, l'emplacement serait votre ruine. Il est tout aussi important de ne pas démarrer une entreprise là où il y a déjà suffisamment de concurrents pour répondre à toutes les demandes dans le même domaine. Je me souviens d'un sas qui illustre ce sujet. Lorsque j'étais à Londres en 1858, je descendais Holborn avec un ami anglais et nous sommes arrivés aux spectacles à un penny. Ils avaient d'immenses dessins à l'extérieur, représentant les curiosités étonnantes à voir tout pour un penny. Étant un peu dans la ligne des spectacles moi-même, j'ai dit « allons ici ». Nous nous sommes bientôt retrouvés en présence du célèbre montreur de spectacles, et il s'est avéré être l'homme le plus vif dans ce domaine que j'ai jamais rencontré. Il nous a raconté quelques histoires extraordinaires concernant ces femmes à barbe, ces albinos et ces tatous, que nous pouvions à peine croire, mais nous avons pensé mieux vaut y croire que chercher la preuve. Il a finalement demandé à attirer notre attention sur quelques statues de cire et nous a montré un tas de figurines en cire les plus sales et les plus sales imaginables. Elles semblaient n'avoir pas vu d'eau depuis le déluge. « Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans vos statues ?» ai-je demandé. « Je vous prie de ne pas parler avec tant de sarcasme, » a-t-il répondu. « Monsieur, ce ne sont pas des figurines en cire de Madame Tussaud, toutes couvertes de dorures et de clinquants, et imitant des diamants, copiées à partir de gravures et de photographies. Les miennes, monsieur, ont été prises sur le vif. Chaque fois que vous regardez l'une de ces figures, vous pouvez considérer que vous regardez l'individu vivant. En jetant un coup d'œil négligent sur eux, j'ai vu l'un d'eux étiqueté Henry VIII, et se sentant un peu curieux en voyant qu'il ressemblait à Calvin Edson, le squelette vivant, j'ai dit « Vous appelez ça Henry VIII ?» Il a répondu « Certainement, monsieur. Il a été pris sur le vif à Hampton Court, sur ordre spécial de Sa Majesté, tel jour. » Il aurait donné l'heure de la journée si j'avais insisté. J'ai dit « Tout le monde sait que Henri VIII était un grand roi corpulent, et cette figure est maigre et longiligne. Qu'en dites-vous » Eh bien, a-t-il répondu, vous seriez maigre et longiligne vous-même si vous restiez là aussi longtemps qu'il l'a fait. Il n'y avait pas moyen de résister à de tels arguments. J'ai dit à mon ami anglais « Sortons d'ici. Ne lui dites pas qui je suis. Je montre le blanc. Il me bat. » Il nous a suivis jusqu'à la porte et, voyant la foule dans la rue, il a crié « Mesdames et messieurs, je vous prie de porter votre attention sur le caractère respectable de mes visiteurs. » en nous montrant du doigt, tandis que nous nous éloignions. Je suis retourné le voir 2 jours après. Je lui ai dit qui j'étais et j'ai dit « Mon ami, vous êtes un excellent montreur de spectacle, mais vous avez choisi un mauvais emplacement. » Il a répondu « C'est vrai, monsieur. Je sens que tous mes talents sont gaspillés, mais que puis-je faire ?»« Vous pouvez aller en Amérique, » ai-je répondu. « Vous pouvez donner libre cours à vos facultés là-bas. Vous trouverez beaucoup d'espace en Amérique. Je vous engage pour 2 ans. Après cela, vous pourrez vous débrouiller seul. »
Il a accepté mon offre et est resté 2 ans dans mon musée de New York. Il est ensuite allé à la Nouvelle-Orléans et a dirigé un spectacle itinérant pendant l'été. Aujourd'hui, il vaut 60 000 $, simplement parce qu'il a choisi la bonne vocation et a également trouvé le bon emplacement. Le vieux proverbe dit « 3 déménagements valent autant qu'un incendie ». Mais quand un homme est dans le feu, il importe peu de savoir à quelle fréquence il déménage ou à quelle vitesse. Évitez les dettes. Les jeunes hommes qui commencent dans la vie devraient éviter de s'endetter. Il y a peu de choses qui entraînent une personne vers le bas comme la dette. C'est une position d'esclave dans laquelle se retrouver. Pourtant, nous trouvons beaucoup de jeunes hommes, à peine sortis de leur adolescence, s'endettant. Il rencontre un copain et dit « Regarde ça, j'ai obtenu du crédit pour un nouveau costume. » Il semble considérer les vêtements comme un don. Eh bien, c'est souvent le cas, mais s'il réussit à payer et qu'il obtient à nouveau du crédit, il adopte une habitude qui le maintiendra dans la pauvreté toute sa vie. La dette prive un homme de son estime de soi et le rend presque méprisable à ses propres yeux. Grogner et gémir et travailler pour ce qu'il a mangé ou usé, et maintenant qu'on lui demande de payer, il n'a rien à montrer pour son argent. Cela s'appelle correctement travailler pour un cheval mort. Je ne parle pas des commerçants qui achètent et vendent à crédit, ou de ceux qui achètent à crédit dans le but de réaliser un profit. Le vieux Quaker a dit à son fils agriculteur « John, ne te fais jamais crédit, mais si tu te fais crédit pour quelque chose, que ce soit pour du fumier, car cela t'aidera à le rembourser. » Monsieur Beecher a conseillé aux jeunes hommes de s'endetter s'ils le peuvent pour une petite somme dans l'achat de terres, dans les régions rurales. Si un jeune homme, dit-il, s'endette seulement pour acheter des terres et se marie ensuite, ces 2 choses le maintiendront dans le droit chemin, sinon rien ne le pourra. Certaines pratiques sont relativement sûres, mais s'endetter pour ce que l'on mange, boit ou porte est à éviter. Certaines familles ont l'habitude imprudente de prendre du crédit dans les magasins, achetant ainsi fréquemment des choses qui auraient pu être évitées. Il est facile de dire « J'ai obtenu un crédit pour 60 jours, et si je n'ai pas l'argent, le créancier n'y pensera pas. » Il n'y a personne dans le monde ayant une mémoire aussi bonne que les créanciers. Quand les 60 jours seront écoulés, il faudra payer. Si vous ne payez pas, vous briserez votre promesse et probablement aurez recours à un mensonge. Vous pourriez trouver une excuse ou vous endetter ailleurs pour payer, mais cela ne fera que vous enfoncer davantage. Un jeune homme paresseux mais séduisant était l'apprenti Horatio. Son employeur dit « Horatio, as-tu déjà vu un escargot ?»« Je crois que oui, » répondit-il lentement. « Tu l'as sûrement rencontré alors, car je suis sûr que tu n'en as jamais dépassé un, » dit le patron. Votre créancier vous rencontrera ou vous dépassera et dira « Maintenant, mon jeune ami, tu as convenu de me payer, tu ne l'as pas fait. Tu dois me donner une reconnaissance de dette. » Vous donnez la reconnaissance de dette avec intérêt et elle commence à travailler contre vous. C'est un fardeau. Le créancier va se coucher le soir et se réveiller le matin plus riche qu'il ne l'était en se couchant, car ses intérêts ont augmenté pendant la nuit. Mais vous devenez plus pauvre pendant votre sommeil, car les intérêts s'accumulent contre vous. L'argent est en quelque sorte comme le feu. C'est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Quand il vous domine, quand les intérêts s'accumulent constamment contre vous, il vous maintient dans la pire forme d'esclavage. Mais si l'argent travaille pour vous, vous avez le serviteur le plus dévoué au monde. Ce n'est pas un fainéant. Rien d'animé ou d'inanimé ne travaillera aussi fidèlement que l'argent placé à intérêt, bien sécurisé. Il travaille nuit et jour, par temps humide ou sec. Je suis né dans l'État puritain du Connecticut, où les anciens puritains avaient des lois si rigides qu'on disait « ils infligeaient une amende à un homme pour avoir embrassé sa femme le dimanche ». Pourtant, ces riches anciens puritains avaient des milliers de dollars à intérêt, et le samedi soir, ils valaient une certaine somme. Le dimanche, ils allaient à l'église et accomplissaient tous les devoirs d'un chrétien. En se réveillant le lundi matin, ils se trouvaient considérablement plus riches que le samedi soir précédent, simplement parce que leur argent placé à intérêt avait travaillé fidèlement pour eux toute la journée du dimanche, conformément à la loi. Ne laissez pas l'argent travailler contre vous. Si vous le faites, il n'y a aucune chance de réussite dans la vie en ce qui concerne l'argent. John Randolph, l'excentrique virginien,
C'est un jour écrié au Congrès. Monsieur le Président, j'ai découvert la pierre philosophale, payée au fur et à mesure. Cela se rapproche en effet de la pierre philosophale plus que n'importe quel alchimiste n'ait jamais réussi. Persévérer. Quand un homme est sur la bonne voie, il doit persévérer. Je parle de cela car il y a des personnes qui sont nées fatiguées, naturellement paresseuses, sans aucune confiance en elles et sans persévérance. Mais elles peuvent cultiver ces qualités, comme l'a dit Davy Crockett. Souviens-toi de ceci quand je serai mort. Sois sûr d'avoir raison, puis fonce. C'est cette détermination à ne pas laisser les horreurs ou les blues prendre possession de vous, de sorte à vous détendre dans votre lutte pour l'indépendance que vous devez cultiver. Combien ont presque atteint leur ambition, mais perdant confiance en eux-mêmes, ont relâché leurs efforts, et le prix tant convoité a été perdu pour toujours. Il est sans doute souvent vrai, comme le dit Shakespeare. Il y a un moment dans la vie des hommes, prise à la marée, conduite à la fortune. Si vous hésitez, une main plus audacieuse se tendra devant vous et obtiendra le prix. Souvenez-vous du proverbe de Salomon. Celui qui agit avec lenteur devient pauvre, mais la main diligente enrichit. La persévérance est parfois synonyme d'autonomie. Beaucoup de personnes voient naturellement le côté sombre de la vie et s'inquiètent pour rien. Ils naissent ainsi. Ensuite, ils demandent des conseils et se laissent gouverner par un souffle pour être emportés par un autre, incapables de se fier à eux-mêmes. Tant que vous ne pourrez pas avoir confiance en vous-même, ne vous attendez pas à réussir. J'ai connu des hommes personnellement qui ont subi des revers financiers et se sont suicidés parce qu'ils pensaient ne jamais pouvoir surmonter leur malchance. Mais j'en ai connu d'autres qui ont rencontré des difficultés financières plus sérieuses et les ont surmontées par une simple persévérance, aidés par la ferme conviction qu'ils agissaient justement et que la Providence surmonte le mal par le bien. Vous verrez cela illustré dans n'importe quelle sphère de la vie. Prenez deux généraux, tous deux comprenant les tactiques militaires, tous deux formés à West Point, si vous voulez, tous deux également doués. Pourtant, l'un ayant ce principe de persévérance et l'autre en manquant, le premier réussira dans sa profession, tandis que l'autre échouera. L'un peut entendre crier « L'ennemi arrive » et ils ont des canons. « Des canons », dit le général hésitant. « Oui. Alors, arrêtez chaque homme. Il a besoin de temps pour réfléchir. Son hésitation est sa ruine. L'ennemi passe sans être inquiété, ou le submerge, tandis que d'autre part, le général plein de courage, de persévérance et d'autonomie entre en bataille avec volonté, et au milieu du fracas des armes, du grondement des canons, des cris des blessés et des gémissements des mourants, vous verrez cet homme persévérer, avancer, se frayer un chemin avec une détermination inébranlable, inspirant à ses soldats des actes de courage, de valeur et de triomphe. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur. Travaillez-y si nécessaire tôt et tard, en saison et hors saison, ne laissant aucune pierre non retournée et ne remettant jamais à une seule heure ce qui peut être fait tout aussi bien maintenant. Le vieux proverbe est plein de vérité et de sens. Tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Beaucoup d'hommes acquièrent une fortune en faisant leur métier méticuleusement, tandis que leur voisin reste pauvre toute sa vie, car il ne le fait qu'à moitié. L'ambition, l'énergie, le travail, la persévérance sont des exigences indispensables pour réussir dans les affaires. La fortune favorise toujours les courageux et n'aide jamais un homme qui ne cède pas lui-même. Il ne suffit pas de passer son temps à attendre que quelque chose se présente, comme M. Micawber. Pour de tels hommes, l'une de deux choses survient généralement, le refuge pour les pauvres ou la prison, car l'oisiveté engendre de mauvaises habitudes et habille un homme de haillons. Le pauvre vagabond dépensier a dit à un homme riche « J'ai découvert qu'il y a assez d'argent dans le monde pour nous tous, s'il était également réparti, cela doit être fait, et nous serons tous heureux ensemble. » Mais, fut la réponse, si tout le monde était comme vous, il serait dépensé en 2 mois, et que feriez-vous alors ? Oh, redistribuer à nouveau, continuer à redistribuer, bien sûr. J'ai récemment lu dans un journal londonien le compte-rendu d'un pauvre philosophe miséreux qui a été expulsé d'une pension bon marché parce qu'il ne pouvait pas payer sa note, mais il avait une liasse de papier dépassant de la poche de son manteau qui, après vérification, s'est avéré être son plan pour rembourser la dette nationale de l'Angleterre sans l'aide d'un penny.
Les gens doivent agir comme Cromwell l'a dit, non seulement avoir confiance en la Providence, mais garder la poudre sèche. Faites votre part du travail, sinon vous ne pouvez pas réussir. Mahomet, une nuit, alors qu'il campait dans le désert, entendit l'un de ses disciples fatigués dire « Je vais lâcher mon chameau et le confier à Dieu. »« Non, non, pas ainsi, dit le prophète. Attache ton chameau et confie-le à Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour vous-même. Puis confiez-vous à la providence ou à la chance, ou appelez cela comme vous le souhaitez, pour le reste. Comptez sur vos propres efforts personnels. L'œil de l'employeur vaut souvent plus que les mains d'une douzaine d'employés. En toute logique, un agent ne peut être aussi fidèle envers son employeur qu'envers lui-même. Beaucoup d'employeurs se rappelleront des CA où les meilleurs employés ont négligé des points importants qui n'auraient pas échappé à leur propre observation en tant que propriétaire. Aucun homme n'a le droit de s'attendre à réussir dans la vie s'il ne comprend pas son métier, et personne ne peut comprendre son métier à fond s'il ne l'apprend pas par une application personnelle et une expérience. Un homme peut être fabricant. Il doit apprendre les nombreux détails de son métier personnellement. Il apprendra quelque chose chaque jour et il découvrira qu'il fera des erreurs presque tous les jours. Et ces erreurs même lui seront utiles en termes d'expérience s'il y prête attention. Il sera comme le colporteur Yankee qui, ayant été trompé sur la qualité lors de l'achat de sa marchandise, a dit « Très bien, on peut apprendre quelque chose tous les jours. Je ne serai plus jamais trompé de cette manière. » Ainsi, un homme achète son expérience, et c'est la meilleure si elle n'est pas achetée à un prix trop élevé. Je soutiens que tout homme devrait, comme Cuvier, le naturaliste français, connaître parfaitement son métier. Il était si compétent dans l'étude de l'histoire naturelle qu'on aurait pu lui apporter l'os, voire même une section d'os d'un animal qu'il n'avait jamais vu décrit, et raisonnant par analogie, il aurait pu dessiner une image de l'objet à partir duquel l'os avait été pris. Une fois, ses étudiants ont tenté de le tromper. Ils ont enroulé l'un d'entre eux dans une peau de vache et l'ont mis sous la table du professeur comme un nouvel spécimen. Quand le philosophe est entré dans la pièce, certains étudiants lui ont demandé de quel animal il s'agissait. Soudain, l'animal a dit « Je suis le diable et je vais te manger ». Il était naturel que Cuvier veuille classer cette créature, et en l'examinant attentivement, il a dit « Séparation des sabots, graminivore, ce n'est pas possible ». Il savait qu'un animal avec un sabot fendu devait se nourrir d'herbes et de grains ou d'un autre type de végétation, et ne serait pas enclin à manger de la chair, morte ou vivante, donc il se considérait parfaitement en sécurité. La possession d'une connaissance parfaite de votre métier est une nécessité absolue pour garantir le succès. Parmi les maximes de l'aîné Rothschild, il y en avait une, un paradoxe apparent. Soyez prudent et audacieux. Cela semble être une contradiction dans les termes, mais ce n'est pas le cas, et il y a une grande sagesse dans cette maxime. C'est en fait une déclaration condensée de ce que j'ai déjà dit. C'est dire, vous devez exercer votre prudence dans l'élaboration de vos plans, mais soyez audacieux dans leur réalisation. Un homme tout en prudence n'osera jamais agir et réussir, et un homme tout en audace est simplement imprudent et finira par échouer. Un homme peut se rendre à la bourse et gagner 50 ou 100 000 $ en spéculant sur des actions, en une seule opération. Mais s'il a simplement de l'audace sans prudence, c'est simplement une question de chance. Et ce qu'il gagne aujourd'hui, il le perdra demain. Vous devez avoir à la fois la prudence et l'audace pour assurer le succès. Les Rothschild ont un autre principe. Ne jamais avoir affaire à un homme ou à un endroit malchanceux. C'est-à-dire ne jamais avoir affaire à un homme ou à un endroit qui ne réussit jamais. Car même si un homme semble être honnête et intelligent, s'il essaie ceci ou cela et échoue toujours, c'est à cause d'un défaut ou d'une infirmité que vous pourriez ne pas pouvoir découvrir mais qui existe néanmoins. Il n'y a pas de chance dans le monde. Il n'y a jamais eu d'homme qui puisse sortir le matin et trouver une bourse pleine d'or dans la rue aujourd'hui, et une autre demain, et ainsi de suite, jour après jour. Il peut le faire une fois dans sa vie, mais en ce qui concerne la simple chance, il est aussi susceptible de la perdre que de la trouver. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si un homme adopte les méthodes appropriées pour réussir, la chance ne l'empêchera pas. S'il ne réussit pas, il y a des raisons à cela, même s'il ne peut peut-être pas les voir. Utilisez les meilleurs outils.
Lorsque vous engagez des employés, veillez à obtenir les meilleurs. Comprenez, vous ne pouvez pas avoir des outils trop bons pour travailler, et il n'y a pas d'outil sur lequel vous devriez être aussi pointilleux que sur les outils vivants. Si vous en obtenez un bon, il vaut mieux le garder que de changer constamment. Il apprend quelque chose chaque jour, et vous bénéficiez de l'expérience qu'il acquiert. Il vaut plus pour vous cette année que l'année dernière, et c'est le dernier homme à qui vous devriez renoncer, à condition que ses habitudes soient bonnes, et qu'il reste fidèle. Si, à mesure qu'il devient plus précieux, il demande une augmentation exorbitante de salaire, en supposant que vous ne pouvez pas vous passer de lui, laissez-le partir. Chaque fois que j'ai un employé de ce genre, je le renvoie toujours, d'abord pour lui prouver que son poste peut être pourvu, et ensuite parce qu'il ne vaut rien s'il pense être irremplaçable et indispensable. Mais je le garderai, si possible, pour profiter du résultat de son expérience. Un élément important chez un employé est le cerveau. Vous pouvez voir des affiches disant « main-d'œuvre recherchée », mais les mains ne valent pas grand-chose sans les cerveaux. Monsieur Beecher illustre cela ainsi. Un employé offre ses services en disant « j'ai une paire de mains et un de mes doigts réfléchis ». « C'est très bien », dit l'employeur. Un autre homme arrive et dit qu'il a 2 doigts qui réfléchissent. « Ah, c'est mieux », mais un troisième entre et dit que tous ses doigts et pouces réfléchissent. C'est encore mieux. Enfin, un autre intervient et dit « j'ai un cerveau qui réfléchit. Je réfléchis partout. Je suis un homme qui réfléchit aussi bien qu'un homme qui travaille. » « Vous êtes l'homme que je veux, » dit l'employeur ravi. Ceux hommes qui ont des cerveaux et de l'expérience sont donc les plus précieux et ne doivent pas être facilement congédiés. Il est préférable pour eux, ainsi que pour vous, de les garder, avec des augmentations raisonnables de leur salaire de temps en temps. Ne vous surestimez pas les jeunes hommes, après avoir terminé leur formation professionnelle ou leur apprentissage, au lieu de poursuivre leur vocation et de progresser dans leur entreprise, resteront souvent à ne rien faire. Ils disent « J'ai appris mon métier, mais je ne vais pas être un salarié. Quel est l'intérêt d'apprendre mon métier ou ma profession à moins de m'établir? Avez-vous du capital pour commencer? Non, mais je vais l'avoir. Comment allez-vous l'obtenir? Je vais vous le dire en toute confidentialité. J'ai une vieille tante riche, et elle va mourir assez bientôt. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère trouver quelque vieux riche qui me prêtera quelques milliers pour me donner un départ. Si seulement j'obtiens de l'argent pour commencer, je réussirai bien. Il n'y a pas plus grande erreur que lorsqu'un jeune homme croit qu'il réussira avec de l'argent emprunté. Pourquoi? Parce que l'expérience de chaque homme concorde avec celle de M. Astor qui a dit que c'était plus difficile pour lui d'accumuler son premier millier de dollars que tous les millions suivants qui ont constitué sa fortune colossale. L'argent ne sert à rien à moins que vous n'en connaissiez la valeur par l'expérience. Donnez à un garçon 20 000 dollars et mettez-le dans les affaires, et il y a de fortes chances qu'il perde chaque dollar avant d'avoir un an de plus. Comme acheter un billet de loterie et gagner un prix, c'est facile à gagner, facile à perdre. Il ne connaît pas sa valeur. Rien n'a de valeur à moins que cela ne coûte de l'effort. Sans sacrifice de soi, sans économie, sans patience et persévérance, et en commençant avec un capital que vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas sûr de réussir à accumuler. Les jeunes hommes, au lieu d'attendre que les autres décèdent, devraient agir. Car il n'y a pas de catégorie de personnes aussi peu accommodantes en matière de décès que ces riches personnes âgées, et c'est une chance pour les héritiers potentiels que cela soit ainsi. 9 riches sur 10 dans notre pays aujourd'hui ont commencé leur vie en tant que garçons pauvres, avec une volonté déterminée, de l'industrie, de la persévérance, de l'économie et de bonnes habitudes. Ils ont avancé graduellement, gagné leur propre argent et l'ont économisé. Et c'est la meilleure façon d'acquérir une fortune. Stephen Girard a commencé sa vie comme un pauvre mousse et est mort valant 9 millions de dollars. A.T. Stewart était un pauvre garçon irlandais. Au moment de sa mort, il payait des impôts sur un revenu d'1,5 million de dollars par an. John Jacob Astor était un pauvre garçon fermier et est mort valant 20 millions de dollars. Cornelius Vanderbilt a commencé sa vie en ramant un bateau de Staten Island à New York. Maintenant, il a offert à notre gouvernement un navire à vapeur valant 1 million de dollars et était mort valant 90 millions.
Il n'y a pas de chemin royal vers l'apprentissage, dit le proverbe, et je peux dire qu'il en est de même pour la richesse. Mais je pense qu'il y a un chemin royal pour les deux. Le chemin vers l'apprentissage est royal, le chemin qui permet à l'étudiant d'élargir son intellect et d'ajouter chaque jour à son stock de connaissances jusqu'à ce que, dans le processus agréable de croissance intellectuelle, il soit capable de résoudre les problèmes les plus profonds, de compter les étoiles, d'analyser chaque atome du globe et de mesurer le firmament. C'est une voie royale, et c'est la seule route qui vaille la peine d'être parcourue. Il en va de même pour la richesse. Avancez avec confiance, étudiez les règles, et surtout étudiez la nature humaine, car l'étude convenable de l'humanité, c'est l'homme, et vous constaterez qu'en élargissant l'intellect et les muscles, votre expérience accrue vous permettra chaque jour d'accumuler de plus en plus de capital qui s'accroîtra par les intérêts et autrement jusqu'à ce que vous atteigniez un état d'indépendance. Vous constaterez de manière générale que les garçons pauvres s'enrichissent et que les garçons riches s'appauvrissent. Par exemple, un homme riche à son décès laisse un gros patrimoine à sa famille. Ceux fils aînés qui l'ont aidé à gagner sa fortune connaissent par expérience la valeur de l'argent, et ils prennent leur héritage et l'augmentent. Les parts séparées des jeunes enfants sont placées à intérêt, et les petits sont félicités, et on leur répète 12 fois par jour. Tu es riche, tu n'auras jamais à travailler, tu peux toujours avoir tout ce que tu veux, car tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Le jeune héritier découvre bientôt ce que cela signifie. Il a les plus belles robes et les jouets les plus fins. Il est bourré de bonbons et presque tué par trop de gentillesse, et il passe d'école en école, choyé et flatté. Il devient arrogant et plein de lui-même, insulte ses professeurs et fait tout à sa guise. Il ne sait rien de la véritable valeur de l'argent, n'en ayant jamais gagné, mais il sait tout du monde des cuillères en or. À l'université, il invite ses camarades pauvres dans sa chambre, où il les traite aux petits oignons. Il est cajolé et choyé, et on le qualifie de bon compagnon glorieux, car il est si prodigue de son argent. Il organise des soupers de jeu, conduit ses chevaux rapides, invite ses copains à des fêtes et des soirées, déterminé à avoir beaucoup de bons moments. Il passe la nuit à faire la fête et à se livrer à la débauche, et entraîne ses compagnons avec la chanson familière. Nous ne rentrerons pas chez nous avant le matin. Il les incite à le suivre pour arracher des enseignes, enlever des portes de leurs gonds et les jeter dans les arrière-cours et les mares aux chevaux. Si la police les arrête, il les frappe, est emmené au poste et règle joyeusement les factures. « Ah, mes gars !» s'écrie-t-il, « à quoi bon être riche si on ne peut pas s'amuser ?» Il pourrait dire plus justement « si on ne peut pas se rendre ridicule ». Mais il est rapide, déteste les choses lentes et ne le voit pas. Les jeunes hommes chargés de l'argent des autres sont presque sûrs de perdre tout ce qu'ils héritent, et ils acquièrent toutes sortes de mauvaises habitudes qui, dans la majorité des cas, les ruinent en santé, en bourse et en caractère. Dans ce pays, une génération succède à une autre, et les pauvres d'aujourd'hui sont riches dans la génération suivante, voire la troisième. Leur expérience les guide et ils deviennent riches, laissant de vastes richesses à leurs jeunes enfants. Ceux enfants, ayant été élevés dans le luxe, manquent d'expérience et deviennent pauvres. Après une longue expérience, une autre génération arrive et accumule à nouveau des richesses à son tour. Ainsi, l'histoire se répète, et heureux celui qui, en écoutant l'expérience des autres, évite les écueils sur lesquels tant d'autres se sont échoués. Josh Billings dit « La nécessité a engendré l'invention, l'invention a engendré la commodité a engendré le plaisir a engendré le luxe a engendré la débauche et la maladie, qui à elles deux ont engendré la pauvreté, et la pauvreté a engendré à nouveau la nécessité. En Angleterre, c'est le métier qui fait l'homme. Si un homme dans ce pays est un artisan ou un travailleur, il n'est pas reconnu comme un gentleman. Lors de ma première apparition devant la reine Victoria, le duc de Wellington m'a demandé dans quelle sphère de la vie se trouvaient les parents du général Tom Pouce. Son père est charpentier, ai-je répondu. « Oh, j'avais entendu dire qu'il était un gentleman », a été la réponse de son Altesse. Dans ce pays républicain, c'est l'homme qui fait le métier. Peu importe qu'il soit forgeron, cordonnier, fermier, banquier ou avocat, tant que son métier est légitime, il peut être un gentleman. Ainsi, tout métier légitime est une double bénédiction. Il aide l'homme qui s'y adonne et aide également les autres.
L'agriculteur soutient sa propre famille, mais il bénéficie également aux commerçants ou aux mécaniciens qui a besoin des produits de sa ferme. Le tailleur gagne sa vie grâce à son métier, mais il est aussi bénéfique à l'agriculteur, aux clercs et à d'autres qui ne peuvent pas fabriquer leurs propres vêtements. Mais toutes ces catégories d'hommes peuvent être des gentlemen. La grande ambition devrait être de surpasser tous les autres engagés dans la même profession. L'étudiant de l'université qui était sur le point de recevoir son diplôme a dit à un vieux avocat « Je n'ai pas encore décidé quelle profession je vais exercer. Votre profession est-elle pleine ?» Le rez-de-chaussée est très encombré, mais il y a beaucoup de place à l'étage, a été la réponse spirituelle et véridique. Aucune profession, métier ou activité n'est surpeuplée à l'étage supérieur. Partout où vous trouvez le commerçant ou le banquier le plus honnête et le plus intelligent, ou le meilleur avocat, le meilleur médecin, le meilleur clerc, le meilleur cordonnier, charpentier ou tout autre métier, cet homme est le plus recherché et a toujours assez à faire. En tant que nation, les Américains sont trop superficiels. Ils cherchent à s'enrichir rapidement et ne mènent généralement pas leurs affaires aussi solidement et sérieusement qu'ils le devraient. Mais celui qui surpasse tous les autres dans son domaine, si ses habitudes sont bonnes et son intégrité indiscutable, ne peut manquer de trouver une abondante clientèle et la richesse qui s'ensuit naturellement. Que votre devise soit donc toujours « Excelsior », car en y vivant, il n'y a pas de mot tel que l'échec. Apprenez quelque chose d'utile. Chaque homme devrait faire apprendre à son fils ou à sa fille un métier ou une profession, afin que dans ces jours de fortune changeante, d'être riches aujourd'hui et pauvres demain, ils aient quelque chose de tangible sur quoi compter. Cette prévoyance pourrait épargner beaucoup de misère à ceux qui, par un tour de fortune inattendu, ont perdu tous leurs moyens. Laissez l'espoir prédominer, mais ne soyez pas trop illusoires. Beaucoup de personnes restent toujours pauvres parce qu'elles sont trop illusoires. Chaque projet leur semble un succès certain, et donc elles passent d'une entreprise à une autre, toujours dans l'eau chaude, toujours sous le râteau. Le plan de compter les poussins avant qu'ils ne soient éclos est une erreur d'une ancienne date, mais elle ne semble pas s'améliorer avec l'âge. Ne dispersez pas vos forces. Engagez-vous dans un seul type d'activité et tenez-y bon fidèlement jusqu'à ce que vous réussissiez, ou jusqu'à ce que votre expérience vous montre que vous devriez l'abandonner. Marteler constamment sur un clou finit généralement par l'enfoncer à la fin, de sorte qu'il peut être enfoncé solidement. Lorsque l'attention exclusive d'un homme est centrée sur un seul objet, son esprit lui suggère constamment des améliorations de valeur qui lui échapperaient s'il avait l'esprit occupé par une douzaine de sujets différents à la fois. Bien des fortunes ont glissé entre les doigts d'un homme parce qu'il était engagé dans trop d'occupations en même temps. Il y a du bon sens dans l'ancienne mise en garde contre le fait d'avoir trop de fer au feu en même temps. Soyez méthodiques. Les hommes devraient être méthodiques dans leurs affaires. Une personne qui mène ses affaires selon des règles, ayant un temps et un lieu pour tout, et faisant son travail rapidement, accomplira le double avec la moitié des tracas de celui qui le fait négligemment et de manière bâclée. En introduisant la méthode dans toutes vos transactions, en faisant une chose à la fois, en respectant toujours les rendez-vous avec ponctualité, vous trouverez du temps pour les loisirs et les divertissements, tandis que celui qui ne fait qu'à moitié une chose, puis se tourne vers autre chose, et fait également cela à moitié, aura ses affaires en désordre et ne saura jamais quand sa journée de travail est terminée. Bien sûr, il y a une limite à toutes ces règles. Nous devons essayer de préserver le juste milieu, car il y a une chose telle que trop de méthodisme. Il y a des hommes et des femmes, par exemple, qui rangent les choses si soigneusement qu'ils ne les retrouvent jamais. C'est un peu trop comme la formalité de la paperasserie à Washington et le bureau de la circonlocution de M. Dickens, tout est théorie et aucun résultat. Lorsque l'Astor House a été ouvert pour la première fois à New York, c'était sans aucun doute le meilleur hôtel du pays. Les propriétaires avaient appris beaucoup en Europe sur les hôtels, et les propriétaires étaient fiers du système rigide qui régnait dans chaque département de leur grand établissement. Lorsque minuit sonnait et qu'il y avait un certain nombre d'invités, l'un des propriétaires disait « Touchez cette cloche, John ». Et en 2 minutes, 60 domestiques, un seau d'eau dans chaque main se présentait dans le hall. « Cela, dit le propriétaire à ses invités, est notre cloche d'incendie.
Cela vous montrera que nous sommes en sécurité ici. Nous faisons tout de manière systématique. » C'était avant l'introduction de l'eau Croton dans la ville, mais parfois, ils poussaient leur système trop loin. En une occasion, lorsque l'hôtel était bondé d'invités, l'un des serveurs était soudainement souffrant, et bien qu'il y eût 50 serveurs dans l'hôtel, le propriétaire pensait qu'il devait avoir son effectif complet, sinon son système serait perturbé. Juste avant l'heure du dîner, il descendit précipitamment les escaliers et dit « Il doit y avoir un autre serveur. Il me manque un serveur. Que puis-je faire ?» Il vit par hasard Boots, l'Irlandais. « Pat, lui dit-il, lave tes mains et ton visage. Prends ce tablier blanc et viens dans la salle à manger dans 5 minutes. » Peu après, Pat apparut comme demandé, et le propriétaire dit « Maintenant, Pat, tu dois te tenir derrière ces 2 chaises et servir les messieurs qui les occuperont. As-tu déjà été serveur ?»« Je sais tout à ce sujet, bien sûr, mais je ne l'ai jamais fait. » Comme le pilote irlandais, une fois lorsque le capitaine, pensant qu'il était considérablement hors de sa route, demanda « Es-tu sûr de comprendre ce que tu fais ?» Pat répondit « Bien sûr que je connais chaque rocher dans le chenal. » À ce moment-là, bang, la navire cogna un rocher. « Ah, par tous les saints, et voilà l'un d'eux, » continua le pilote. Mais pour revenir à la salle à manger. « Pat, dit le propriétaire, ici nous faisons tout de manière systématique. Tu dois d'abord donner à chaque messieurs une assiette de soupe, et quand ils auront fini, demande-leur ce qu'ils veulent ensuite. » Pat répondit « Ah, et je comprends parfaitement les vertus du système. Très bientôt, les invités arrivèrent. Les assiettes de soupe furent placées devant eux. L'un des 2 messieurs de Pat mangea sa soupe. L'autre n'en voulait pas. Il dit « Serveur, enlève cette assiette et apporte-moi du poisson. » Pat regarda l'assiette de soupe intacte et, se souvenant des instructions du propriétaire concernant la systématisation, répondit « Pas avant que vous n'ayez mangé votre soupe. » Bien sûr, cela poussait la systématisation beaucoup trop loin. Lisez les journaux. Prenez toujours un journal fiable et restez ainsi bien informé des événements du monde. Celui qui n'a pas de journal est coupé de son espèce. À notre époque de télégraphes et de vapeurs, de nombreuses inventions et améliorations importantes dans tous les domaines commerciaux sont en cours, et celui qui ne consulte pas les journaux se retrouvera bientôt, lui et son entreprise, à la traîne. Méfiez-vous des opérations extérieures. Parfois, nous voyons des hommes qui ont amassé des fortunes devenir soudainement pauvres. Dans de nombreux cas, cela vient de l'intempérance, souvent du jeu et d'autres mauvaises habitudes. Fréquemment, cela arrive parce qu'un homme s'est engagé dans des opérations extérieures, de quelque sorte. Lorsqu'il devient riche dans son activité légitime, on lui parle d'une grande spéculation où il peut gagner des dizaines de milliers. Il est constamment flatté par ses amis qui lui disent qu'il est né chanceux, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Maintenant, s'il oublie que ses habitudes économiques, son intégrité de conduite et une attention personnelle à un métier qu'il comprenait ont été la cause de son succès dans la vie, il écoutera les voix enchanteresses. Il dit « Je vais investir 20 000 $. J'ai eu de la chance et ma bonne chance me rapportera bientôt 60 000 $. Quelques jours passent et on découvre qu'il doit investir 10 000 $ de plus. Peu après, on lui dit « Tout va bien ». Mais certains éléments imprévus nécessitent une avance de 20 000 $ de plus qui lui rapportera une riche récolte. Mais avant que le temps ne vienne pour réaliser, la bulle éclate, il perd tout ce qu'il possède, et alors il apprend ce qu'il aurait dû savoir dès le départ, que peu importe le succès qu'un homme puisse avoir dans son propre métier, s'il se détourne de cela et s'engage dans un métier qu'il ne comprend pas, il est comme Samson, lorsque ses cheveux ont été coupés, sa force est partie, et il devient comme les autres hommes. Si un homme a beaucoup d'argent, il devrait investir quelque chose dans tous ceux qui semblent promettre le succès et qui bénéficiera probablement à l'humanité, mais que les sommes ainsi investies soient modérées, et qu'un homme ne mette jamais en péril de manière folle une fortune qu'il a gagnée de manière légitime en l'investissant dans des domaines où il n'a aucune expérience. Ne pas endossement sans sécurité. Je soutiens qu'aucun homme ne devrait jamais endosser une traite ou devenir garant pour quiconque, que ce soit son père ou son frère, dans une mesure supérieure à ce qu'il peut se permettre de perdre, et dont il ne se soucie pas sans prendre une bonne garantie. Voici un homme qui vaut 20 000 $. Il mène une entreprise florissante dans la fabrication ou le commerce. Vous êtes à la retraite et vivez de votre argent.
Il vient à vous et dit « Vous savez que je vaux 20 000 $ et je ne dois pas un sou. Si j'avais 5 000 $ en espèces, je pourrais acheter un lot particulier de marchandises et doubler mon argent en 2 mois. Voudriez-vous endosser ma traite pour ce montant ? Vous réfléchissez qu'il vaut 20 000 $ et que vous ne courez aucun risque en endossant sa traite. Vous aimez lui rendre service et vous prêtez votre nom sans prendre la précaution d'obtenir une garantie. Peu après, il vous montre la traite avec votre endossement annulé et vous dit, probablement vrai, qu'il a fait le profit qu'il attendait de l'opération. Vous réfléchissez que vous avez fait une bonne action et cette pensée vous rend heureux. Peu après, la même chose se reproduit et vous recommencez. Vous avez déjà ancré dans votre esprit l'idée que c'est parfaitement sûr d'endosser ces traites sans garantie. Mais le problème est que cet homme gagne de l'argent trop facilement. Il n'a qu'à prendre votre traite à la banque, l'escompter et encaisser l'argent. Il obtient de l'argent pour le moment sans effort, sans inconvénient pour lui-même. Maintenant, marquez le résultat. Il voit une opportunité de spéculation en dehors de son entreprise. Un investissement temporaire de seulement 10 000 $ est requis. Il est sûr de revenir avant qu'une note à la banque ne soit due. Il place une note pour ce montant devant vous. Vous la signez presque mécaniquement. Étant fermement convaincu que votre ami est responsable et digne de confiance, vous endossez ces billets comme une affaire courante. Malheureusement, la spéculation ne se concrétise pas aussi rapidement que prévu, et une autre note de 10 000 $ doit être escomptée pour rembourser la précédente à échéance. Avant que cette note n'arrive à échéance, la spéculation s'est révélée être un échec total et tout l'argent est perdu. Le perdant dit-il à son ami, l'endosseur, qu'il a perdu la moitié de sa fortune? Pas du tout. Il ne mentionne même pas qu'il a spéculé, mais il est devenu excité. L'esprit de spéculation s'est emparé de lui. Il voit d'autres personnes gagner de grosses sommes de cette manière. On entend rarement parler des perdants. Et comme les autres spéculateurs, il cherche son argent là où il le perd. Il réessaie. Endosser des billets est devenu chronique pour vous, et à chaque perte, il obtient votre signature pour le montant qu'il veut. Finalement, vous découvrez que votre ami a perdu toute sa propriété et toute la vôtre. Vous êtes accablé par l'étonnement et le chagrin, et vous dites « C'est dur, mon ami ici m'a ruiné ». Mais vous devriez ajouter « Je l'ai ruiné ». Si vous aviez dit dès le départ « Je vais vous aider, mais je n'endosse jamais sans prendre une garantie suffisante », il n'aurait pas pu dépasser ses limites, et il n'aurait jamais été tenté de s'éloigner de son activité légitime. C'est donc une chose très dangereuse, à tout moment, de laisser les gens avoir trop facilement accès à l'argent. Cela les incite à des spéculations dangereuses, s'il n'y a que cela. Salomon a vraiment dit « Celui qui déteste la caution est en sécurité ». Il en va de même pour le jeune homme qui démarre dans les affaires. Laissez-le comprendre la valeur de l'argent en le gagnant. Lorsqu'il en comprend la valeur, alors facilitez un peu les choses pour l'aider à démarrer une entreprise. Mais souvenez-vous, les hommes qui obtiennent de l'argent trop facilement ne peuvent pas réussir facilement. Vous devez gagner les premiers dollars à la dure et faire des sacrifices pour en apprécier la valeur. Faites de la publicité pour votre entreprise. Nous dépendons tous, plus ou moins, du public pour notre soutien. Nous commerçons tous avec le public. Avocats, médecins, cordonniers, artistes, forgerons, montreurs, chanteurs d'opéra, présidents de chemin de fer et professeurs d'université. Ceux qui traitent avec le public doivent être attentifs à ce que leurs biens soient précieux, authentiques et satisfaisants. Lorsque vous obtenez un article que vous savez plaire à vos clients et que lorsqu'ils l'ont essayé, ils estiment avoir eu la valeur de leur argent, alors faites savoir que vous l'avez. Veillez à le faire connaître d'une manière ou d'une autre, car il est évident que même si un homme a un article de qualité à vendre et que personne n'en sait rien, cela ne lui rapportera rien. Dans un pays comme celui-ci, où presque tout le monde lit et où les journaux sont diffusés et circulent en édition de 5 000 à 200 000 exemplaires, il serait très imprudent de ne pas profiter de ce canal pour atteindre le public grâce à la publicité. Un journal entre dans les foyers et est lu par la femme et les enfants, ainsi que par le chef de famille. Par conséquent, des centaines voire des milliers de personnes peuvent lire votre publicité pendant que vous vous occupez de votre routine professionnelle. Beaucoup peut-être la lisent pendant que vous dormez. Toute la philosophie de la vie est d'abord semer puis récolter. C'est ainsi que procède l'agriculteur. Il plante ses pommes de terre et son maïs et sème son grain, puis passe à autre chose.
et vient le temps de la récolte. Mais il ne récolte jamais avant de semer. Ce principe s'applique à tous les types d'entreprises, et rien ne l'illustre mieux que la publicité. Si un homme a un produit authentique, il n'y a pas de moyen plus avantageux pour lui de semer auprès du public de cette manière. Il doit bien sûr avoir un article vraiment bon, et un qui plaira à ses clients. Tout ce qui est faux ne réussira pas durablement, car le public est plus sage que beaucoup ne l'imaginent. Les hommes et les femmes sont égoïstes, et nous préférons tous acheter là où nous pouvons obtenir le plus pour notre argent, et nous essayons de découvrir où nous pouvons le faire le plus sûrement. Vous pouvez faire de la publicité pour un article faux, et inciter de nombreuses personnes à venir l'acheter une fois, mais elles vous dénonceront comme un imposteur et un escroc, et votre entreprise mourra progressivement et vous laissera pauvre. C'est juste. Peu de gens peuvent dépendre en toute sécurité d'une clientèle occasionnelle. Vous aurez besoin que vos clients reviennent et achètent à nouveau. Un homme m'a dit « J'ai essayé la publicité mais je n'ai pas réussi. Pourtant j'ai un bon article. » Je lui ai répondu « Mon ami, il peut y avoir des exceptions à une règle générale. Mais comment as-tu fait de la publicité ? Je l'ai mise dans un journal hebdomadaire 3 fois et j'ai payé $1,50 pour ça. » J'ai répliqué « Monsieur, la publicité est comme l'apprentissage, un peu est une chose dangereuse. » Un écrivain français dit que le lecteur d'un journal ne voit pas la première insertion d'une publicité ordinaire. La deuxième insertion, il la voit mais ne la lit pas. La troisième insertion, il la lit. La quatrième insertion, il regarde le prix. La cinquième insertion, il en parle à sa femme. La sixième insertion, il est prêt à acheter et la septième insertion, il achète. Ton objectif en faisant de la publicité est de faire comprendre au public ce que tu as à vendre. Et si tu n'as pas le courage de continuer à faire de la publicité jusqu'à ce que tu aies transmis cette information, tout l'argent que tu as dépensé est perdu. Tu es comme le gars qui a dit au monsieur que si celui-ci lui donnait 10 cents, cela lui ferait économiser $1. « Comment puis-je t'aider autant avec une si petite somme ?» demanda le monsieur surpris. « J'ai commencé ce matin, » hoqueta le gars, avec la ferme intention de me saouler, et j'ai dépensé mon seul $1 pour atteindre cet objectif. Et cela n'a pas tout à fait marché. 10 cents de plus de whisky le feraient juste, et de cette manière, je sauverais le $1 déjà dépensé. Ainsi, un homme qui fait de la publicité doit la maintenir jusqu'à ce que le public sache qui il est, ce qu'il fait, et en quoi consiste son commerce, sinon l'argent investi dans la publicité est perdu. Certains hommes ont un génie particulier pour rédiger une publicité frappante, une qui attirera l'attention du lecteur au premier coup d'œil. Cette tactique, bien sûr, donne à l'annonceur un grand avantage. Parfois, un homme se rend populaire grâce à une enseigne unique ou une présentation curieuse dans sa vitrine. Récemment, j'ai observé une enseigne suspendue au-dessus du trottoir devant un magasin, sur laquelle était inscrite en lettres simples « Ne lis pas l'autre côté ». Bien sûr, je l'ai lu, tout comme tout le monde, et j'ai appris que cet homme avait fait fortune en attirant d'abord le public vers son commerce de cette manière, puis en traitant bien ses clients par la suite. Genin, le chapelier, a acheté le premier billet pour Jenny Lind aux enchères pour $225, car il savait que ce serait une bonne publicité pour lui. « Qui est l'enchérisseur ?» demanda l'encanteur, en vendant ce billet à Castle Garden. « Genin, le chapelier » fut la réponse. Des milliers de personnes de la 5e avenue et de villes lointaines appartenant aux plus hautes sphères de la vie s'exclamèrent « Qui est Genin, le chapelier ?» Ils n'avaient jamais entendu parler de lui auparavant. Le lendemain matin, les journaux et les télégraphes avaient diffusé les faits du Maine au Texas et de 5 à 10 millions de personnes avaient lu que les billets vendus aux enchères pour le premier concert de Jenny Lind s'élevaient à environ $20 000 et qu'un seul billet avait été vendu à $225 à Genin, le chapelier. Des hommes à travers le pays ont involontairement enlevé leur chapeau pour voir s'ils avaient un chapeau Genin sur la tête. Dans une ville de l'Iowa, il a été découvert que parmi la foule autour du bureau de poste, il y avait un homme qui avait un chapeau Genin, et il l'a montré avec fierté même s'il était usé et ne valait pas 2 sous. « Pourquoi ?» s'exclama un homme. « Tu as un vrai chapeau Genin. Quelle chance tu as !» Un autre homme dit « Accroche-toi à ce chapeau. Il sera un objet de valeur dans ta famille. »
Encore un autre homme dans la foule, qui semblait envier le possesseur de cette bonne fortune, dit « Allez, donnez-nous tous une chance, mettez-le aux enchères. » Il le fit, et il fut vendu comme souvenir pour 9,50 $. Quelle a été la conséquence pour M. Genin? Il a vendu 10 000 chapeaux supplémentaires par an les 6 premières années. 9/10 des acheteurs ont probablement acheté par curiosité, et beaucoup d'entre eux, trouvant qu'il leur donnait un équivalent pour leur argent, sont devenus ses clients réguliers. Cette publicité originale a d'abord attiré leur attention, et puis, comme ils proposaient un bon article, ils sont revenus. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde devrait faire de la publicité comme l'a fait M. Genin. Mais je dis que si un homme a des marchandises à vendre et qu'il ne les annonce pas d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances pour qu'un jour le shérif le fasse à sa place. Il n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Le lendemain matin, les journaux et les télégraphes avaient diffusé les faits du Maine au Texas, et de 5 à 10 millions de personnes avaient lu que les billets vendus aux enchères pour le premier concert de Jenny Lind s'élevaient à environ 20 000 $, et qu'un seul billet avait été vendu à 225 $ à Genin, le chapelier. Des hommes à travers le pays ont involontairement enlevé leur chapeau pour voir s'ils avaient un chapeau Genin sur la tête. Dans une ville de l'Iowa, il a été découvert que parmi la foule autour du bureau de poste, il y avait un homme qui avait un chapeau Genin, et il l'a montré avec fierté même s'il était usé et ne valait pas 2 sous. « Pourquoi » s'exclama un homme. « Tu as un vrai chapeau Genin. Quelle chance tu as !» Un autre homme dit « Accroche-toi à ce chapeau. Il sera un objet de valeur dans ta famille. » Encore un autre homme dans la foule, qui semblait envier le possesseur de cette bonne fortune, dit « Allez, donnez-nous tous une chance, mettez-le aux enchères. » Il le fit, et il fut vendu comme souvenir pour 9,50 $. Quelle a été la conséquence pour M. Genin? Il a vendu 10 000 chapeaux supplémentaires par an les 6 premières années. 9/10 des acheteurs ont probablement acheté par curiosité, et beaucoup d'entre eux, trouvant qu'il leur donnait un équivalent pour leur argent, sont devenus ses clients réguliers. Cette publicité originale a d'abord attiré leur attention, et puis, comme ils proposaient un bon article, ils sont revenus. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde devrait faire de la publicité comme l'a fait M. Genin. Mais je dis que si un homme a des marchandises à vendre et qu'il ne les annonce pas d'une manière ou d'une autre, il y a de fortes chances pour qu'un jour le shérif le fasse à sa place. Je ne dis pas non plus que tout le monde doit faire de la publicité dans un journal, voire utiliser l'encre d'imprimerie du tout. Au contraire, bien que cet article soit indispensable dans la majorité des CA, les médecins, les membres du clergé, parfois les avocats et quelques autres peuvent toucher le public de manière plus efficace autrement. Mais il est évident qu'ils doivent être connus d'une manière ou d'une autre, sinon comment pourraient-ils être soutenus? Soyez polis et gentils avec vos clients. La politesse et la civilité sont le meilleur capital jamais investi dans les affaires. De grands magasins, des enseignes dorées, des publicités flamboyantes seront toutes vaines si vous ou vos employés traitez vos clients abruptement. La vérité est que plus un homme est aimable et généreux, plus généreuse sera la clientèle qu'il recevra. Qui se ressemble s'assemble. L'homme qui donne la plus grande quantité de biens d'une qualité correspondante pour le moins d'argent, tout en se réservant un profit, réussira généralement le mieux à long terme. Cela nous amène à la règle d'or. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, et ils feront mieux pour vous que si vous les traitiez toujours comme si vous vouliez tirer le maximum de profit d'eux pour le moins de retour. Les hommes qui concluent des affaires serrées avec leurs clients, agissant comme s'ils ne s'attendaient jamais à les revoir, ne se tromperont pas, ils ne les revoient jamais en tant que clients. Les gens n'aiment pas payer et se faire également maltraiter. Un des huissiers de mon musée m'a un jour dit qu'il avait l'intention de battre un homme qui était dans la salle de conférence dès qu'il en sortirait. « Pourquoi » ai-je demandé. « Parce qu'il a dit que je n'étais pas un gentleman », a répondu l'huissier. « Peu importe » ai-je répondu, « il paie pour cela, et vous ne le convaincrez pas que vous êtes un gentleman en le battant. Je ne peux pas me permettre de perdre un client. S'il vous plaît, ne le battez pas. Il ne visitera jamais le musée à nouveau, et il incitera des amis à aller avec lui dans d'autres lieux de divertissement au lieu de celui-ci, et ainsi vous voyez, je serai sérieusement perdant. » Mais il m'a insulté, marmonna l'huissier. « Exactement, ai-je répondu.
et s'il possédait le musée, et que vous aviez payé pour le privilège de le visiter, et qu'il vous avait alors insulté, il pourrait y avoir une raison à votre ressentiment. Mais dans ce cas, c'est lui qui paie, pendant que nous recevons. Et vous devez donc accepter ses mauvaises manières. Mon huissier a dit en riant que c'était sans aucun doute la vraie politique, mais il a ajouté qu'il n'objecterait pas à une augmentation de salaire, s'il devait être maltraité pour promouvoir mes intérêts. Soyez charitable. Bien sûr, les hommes devraient être charitables, car c'est un devoir et un plaisir. Mais même en termes de politique, si vous ne possédez pas de motivation supérieure, vous constaterez que l'homme libéral commandera la clientèle, tandis que l'avare sordide et peu charitable sera évité. Salomon dit « Il est des gens qui donnent libéralement et qui deviennent plus riches, et d'autres qui épargnent plus qu'il ne faut, mais qui finissent dans la misère. » Bien sûr, la seule vraie charité est celle qui vient du cœur. La meilleure forme de charité est d'aider ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. Donner l'aumône sans discernement, sans examiner la valeur du demandeur, est mauvais à tous égards. Mais aider discrètement ceux qui luttent pour eux-mêmes, voilà la charité qui donne libéralement et qui devient plus riche. Mais ne tombez pas dans l'idée que certaines personnes pratiquent, celle de donner une prière au lieu d'une pomme de terre et une bénédiction au lieu de pain aux affamés. Il est plus facile de faire des chrétiens l'estomac plein que vide. Ne divulguez pas. Certains ont la mauvaise habitude de révéler leurs secrets commerciaux. S'ils font de l'argent, ils aiment raconter à leurs voisins comment cela s'est fait. Rien n'est gagné par cela, et souvent beaucoup est perdu. Ne parlez pas de vos profits, de vos espoirs, de vos attentes, de vos intentions. Et cela devrait s'appliquer aussi bien aux lettres qu'à la conversation. Goethe fait dire à Méphistophélès « N'écrivez jamais une lettre, ni n'en détruisez une. Les hommes d'affaires doivent écrire des lettres, mais ils devraient faire attention à ceux qu'ils y mettent. Si vous perdez de l'argent, soyez particulièrement prudent, et ne le dites pas, sinon vous perdrez votre réputation. Préservez votre intégrité. Elle vaut plus que des diamants ou des rubis. Le vieux avare disait à ses fils « Faites de l'argent. Gagnez-le honnêtement si vous le pouvez, mais faites de l'argent. » Ce conseil était non seulement atroce, mais c'était l'essence même de la stupidité. C'était comme dire « Si vous trouvez difficile d'obtenir de l'argent honnêtement, vous pouvez facilement l'obtenir malhonnêtement. Obtenez-le de cette manière. » Pauvre fou, ne pas savoir que la chose la plus difficile dans la vie est de gagner de l'argent de manière malhonnête. Ne pas savoir que nos prisons regorgent d'hommes qui ont tenté de suivre ce conseil, ne pas comprendre qu'aucun homme ne peut être malhonnête sans être bientôt découvert, et que lorsque son manque de principes est découvert, presque toutes les voies du succès lui sont fermées pour toujours. Le public évite très justement tous ceux dont l'intégrité est mise en doute. Peu importe à quel point un homme peut être poli, agréable et accommodant, aucun de nous n'ose traiter avec lui s'il soupçonne des poids et mesures falsifiés. L'honnêteté stricte, non seulement est à la base de tout succès dans la vie financièrement, mais aussi dans tous les autres domaines. L'intégrité intransigeante du caractère est inestimable. Elle assure à son détenteur une paix et une joie qui ne peuvent être obtenues sans elle, et que n'importe quelle somme d'argent, de maisons et de terres ne peut acheter. Un homme connu pour être strictement honnête peut être très pauvre, mais il a les bourses de toute la communauté à sa disposition, car tous savent que s'il promet de rendre ce qu'il emprunte, il ne les décevra jamais. En termes purement égoïstes, donc, si un homme n'avait pas de motif plus élevé pour être honnête, tous découvriront que la maxime du docteur Franklin ne peut jamais être fausse, que l'honnêteté est la meilleure politique. Devenir riche n'est pas toujours équivalent à réussir. Il y a beaucoup de riches hommes pauvres, alors qu'il y en a beaucoup d'autres, hommes et femmes honnêtes et dévoués, qui n'ont jamais possédé autant d'argent que certains riches dépensent en une semaine, mais qui sont néanmoins vraiment plus riches et plus heureux que n'importe quel homme ne peut jamais l'être en étant un transgresseur des lois supérieures de son être. L'amour immodéré de l'argent, sans aucun doute, peut être et est la racine de tout mal, mais l'argent lui-même, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas seulement une chose pratique à avoir à la maison, mais offre la satisfaction de bénir notre race en permettant à son possesseur d'élargir le champ du bonheur humain et de l'influence humaine. Le désir de richesse est presque universel et personne ne peut dire qu'il n'est pas louable,
à condition que son possesseur en accepte les responsabilités et l'utilise comme un ami de l'humanité. L'histoire de l'acquisition d'argent, qui est le commerce, est une histoire de civilisation, et là où le commerce a le plus prospéré, là aussi l'art et la science ont produit les fruits les plus nobles. En fait, en général, les chercheurs d'argent sont les bienfaiteurs de notre race. À eux, dans une grande mesure, nous devons nos institutions d'apprentissage et d'art, nos académies, nos collèges et nos églises. Ce n'est pas un argument contre le désir de richesse ou la possession de celle-ci, de dire qu'il y a parfois des avares qui amassent de l'argent uniquement pour amasser et qui n'ont pas d'autre aspiration que de saisir tout ce qui est à leur portée. Comme nous avons parfois des hypocrites en religion et des démagogues en politique, il y a parfois des avares parmi les chercheurs d'argent. Cependant, ceux-ci ne sont que des exceptions à la règle générale. Mais quand, dans ce pays, nous trouvons un tel fléau et un tel obstacle qu'est un avare, nous nous rappelons avec gratitude qu'en Amérique nous n'avons pas de loi de primogéniture et que dans le cours normal des choses, viendra le temps où la poussière accumulée sera dispersée au profit de l'humanité. À tous les hommes et femmes, donc, je dis en toute conscience, gagnez de l'argent honnêtement et non autrement, car Shakespeare a vraiment dit « Celui qui manque d'argent, de moyens et de contentement est sans trois bons amis ». J'espère que vous avez apprécié cette présentation et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications des prochains enregistrements.